Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Frédéric Dupont est né à Saint-James-d'Andigné, dans le Maine-et-Loire. Et à l'âge de 6 ans, il voulait devenir MacGyver. On se rappelle tous des rêves que l'on se faisait de l'an 2000. Pour Frédéric, cela fut le point de départ de son entrée en éducation. Il enseigne à Paris, dans le 11e arrondissement, à l'école Charles Péguy, en cycle 3 depuis toujours. En juin 2015, il a eu une révélation grâce à une formation avec Jean-Philippe Solinet-Moulin, qui lui a ouvert les yeux sur un monde qu'il connaissait peu, enseigner avec le numérique dans sa classe. Son côté etc., c'est un projet assez formidable qui associe le passé et le présent, puisque Frédéric construit un site, Paris d'hier et d'aujourd'hui, dans lequel il propose de mettre en parallèle une photo ancienne qu'il va reprendre du même point de vue, mais à notre époque. Le résultat constitue une véritable documentation historique qui nous fait voyager dans Paris, mais aussi dans le temps. Frédéric Dupont, bonjour. Bonjour Christophe. Quelle est la dernière photo que vous avez prise tout récemment? La dernière photo que j'ai prise, c'est au Louvre. Ce week-end, j'étais en sortie vélo avec ma femme et nous sommes allés au Louvre, entre autres, et j'ai fait des photos de la pyramide. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Frédéric? Une enfance un peu particulière parce que je suis né avec un handicap. Je suis né avec un problème de pied, en fait, donc j'étais pas mal opéré quand j'étais enfant, mais j'ai des parents qui étaient très proches de moi, qui m'ont vraiment accompagné, donc j'ai eu une enfance très heureuse. J'étais le troisième de la famille, troisième enfant, et une enfance heureuse dans un petit village. J'ai passé beaucoup de temps dans la forêt. J'avais une école qui était juste à côté d'une forêt. Vraiment une enfance heureuse, si je résume un petit peu. Prof, etc. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Alors, j'ai souvenir d'un enseignant qui est Thierry Le Breton, qui vit toujours aujourd'hui dans le village de mes parents, donc je le croise encore. Il avait lancé en fait un projet technologique, donc ça date, parce que j'avais 10 ans, donc en 1985, un projet de cellules photovoltaïques en fait pour faire fonctionner un petit véhicule. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, en fait. Je trouve qu'il était un peu avant-gardiste par rapport à l'époque. Alors plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent? J'étais un adolescent tout gentil, tout calme. Mes parents m'ont toujours dit qu'il n'y a jamais eu de soucis, pas de crise d'adolescence en tout cas. Donc une adolescence vraiment agréable et puis très sportive. J'ai fait pas mal de sport. Donc toujours dans le village de mes parents où j'ai fait beaucoup de badminton. J'allais m'entraîner une dizaine d'heures par semaine. J'avais même les clés du gymnase en fait pour m'entraîner. Donc une très belle enfance, une très belle adolescence. Alors en quoi cette période de l'adolescence particulièrement a influencé le choix du métier de professeur que vous exercez aujourd'hui? Alors ma maman était institutrice à l'époque. Dès qu'elle a eu mon frère aîné, en fait, elle s'est arrêtée, mais elle était institutrice à l'origine. Mon papa était enseignant puisqu'il était professeur de sport. Donc en fait, c'est un milieu dans lequel j'ai baigné.
très vite, j'ai souhaité en fait m'orienter vers l'enseignement. Pendant un bout de temps, j'ai voulu être professeur de mathématiques. J'irai jusqu'en seconde. Et après, ça c'est un petit peu compliqué en mathématiques, donc et je me suis orienté vers autre chose en fait. J'ai rencontré, comme souvent d'ailleurs dans cette période-là, on rencontre des professeurs et j'ai rencontré un professeur d'histoire qui m'a fait adorer l'histoire. Donc, je l'ai eu tout le long du lycée et en fait, à l'issue de mon bac, en fait, j'ai voulu faire de l'histoire. J'ai fait une faculté d'histoire. Et donc, voilà, c'est des rencontres, celles de mes parents qui m'ont accompagné tout le long, voilà, dans leur vécu. Et c'est vrai que j'adorais ce que faisait mon père. Et puis, voilà, d'autres rencontres qui m'ont donné envie d'être dans l'enseignement. Prof, etc. Dans votre portrait, je décrivais comment vous avez été amené à considérer les outils numériques pour les intégrer dans vos pratiques pédagogiques. Quel outil numérique a particulièrement été déclencheur de cette prise de conscience ? Je crois clairement c'est Twitter. Lors de la formation justement avec Jean-Philippe Solinet, il nous avait parlé de Twitter, il nous avait parlé de tweeter, il nous avait parlé de plein de choses qu'il faisait, des échanges qu'il faisait avec d'autres classes. Et je me suis dit, ça a l'air super, ça, faut que je découvre. Donc, c'est une formation en mars 2015. Et fin mars 2015, je me suis inscrit sur Twitter. Donc, je suis allé voir un petit peu ce que c'était la tweeter. Et puis, voilà, j'ai pu commencer à échanger avec certaines personnes. Et puis finalement, on crée un réseau. Souvent, on dit que c'est une grande salle des maîtres. Où on peut échanger, souvent avec des personnes qui ont des avis divergents, mais aussi des projets qui nous intéressent. Donc, on peut facilement échanger. Et petit à petit, je me suis vraiment créé un gros réseau grâce à Twitter. Et c'est ce qui m'a fait vraiment modifier ma pédagogie, modifier ma manière de faire. Après, voilà, 15 ans d'enseignement, je le reconnais très bien. Je ronronnais un petit peu dans ce que je faisais. Et là, Twitter m'a vraiment fait basculer dans autre chose. Et aujourd'hui, là, les très nombreux projets que je peux faire dans ma classe sont en lien avec Twitter, en fait, avec des personnes que j'ai rencontrées en vrai, pour beaucoup maintenant. Et donc, voilà, il y a un côté aussi d'échange facile. Et voilà, juste pour donner un exemple, hier, on était en congrès toute la journée avec mes élèves pour le projet Mind Story, qui est un projet de modélisation en fait de monuments historiques dans un jeu libre qui s'appelle Mind Test, du même type que Minecraft en fait. Ouais. Et donc c'est une rencontre en fait, c'est avec Julien Crémou que j'ai rencontré via Twitter aussi et qui m'a fait rentrer dans plein de projets. Donc et voilà, et donc le projet Mind Story en fait, on a travaillé tous les deux ensemble sur la modélisation de Notre-Dame de Paris. Donc, on a construit que nos élèves ont construit pendant, on va dire 2 mois et demi, avec un gros travail en amont, là, depuis, on va dire 6 mois, on est dessus. Et voilà, c'est le genre de projet que je n'aurais jamais fait si, j'avais pas mis, le doigt sur le petit oiseau bleu. Aujourd'hui, vous vous êtes attelé à un projet très original qui prend la forme d'un site internet qui s'appelle Paris d'hier et d'aujourd'hui, je le disais. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce beau projet ? Le point de départ, c'est une nouvelle fois Twitter. J'ai vu passer en fait des photos comparatives avec des photos anciennes et des photos d'aujourd'hui. Alors pas nécessairement de Paris, j'ai vu pas mal de photos de Montréal, du Canada, et quelques photos de Paris. Et je me dis tiens, c'est intéressant ça. Et puis petit à petit, j'ai mis des photos de côté en fait. Et puis il y a une balise qui existe, un hashtag qui s'appelle Paris avant. Donc voilà, en regardant ça, je me suis dit tiens, il y a des vieilles photos, c'est chouette. Et puis en faisant un peu de recherche à droite à gauche, j'ai trouvé des sites, plusieurs sites avec d'anciennes cartes postales, beaucoup de cartes postales de 1900, 1905, des fois un peu plus récentes, mais
voilà, du début du XXe siècle. Et j'en ai mis de côté petit à petit, comme ça. Et puis, un jour, je me suis dit, ça serait bien que je le fasse. Et ça mûrit tout doucement. Et puis, on va dire que l'utilisation du vélo, que j'ai vraiment accentuée depuis 1 an et demi, m'a permis finalement d'aller où je voulais dans Paris, quoi, et de découvrir, d'aller sur des lieux incroyables que je ne connaissais pas. C'est vrai que Paris, c'est gigantesque, il y a plein de petites rues, il y a plein d'endroits, on connaît les grands sites de Paris ancien, autour de Notre-Dame, mais j'ai découvert plein d'endroits, et c'est vrai qu'avec le vélo, je peux aller vraiment facilement à ces endroits. Donc voilà, c'est petit à petit, je me suis lancé comme ça à partir de janvier l'année dernière, en partant, voilà, tous les week-ends, une matinée à droite à gauche pour faire des photos. Voilà, donc c'est un vrai plaisir à chaque fois, en tout cas. Alors justement, lorsque vous parlez de votre site, vous venez de le faire, vous associez systématiquement ce projet à la pratique du vélo. Est-ce que c'est parce que vous aviez un papa prof de PS? Oui et non, disons que j'ai fait pas mal de vélo enfant. J'allais à l'école, mon école primaire, à vélo. Donc quand je sortais en forêt avec mon cousin, je prenais mon vélo. Tous les étés, on faisait du vélo, on allait faire des cabanes en forêt. Enfin bref, et on se déplaçait tout le temps à vélo. Donc j'ai toujours utilisé le vélo. Quand je suis arrivé sur Paris en 2020, pas en 2020, pardon, en 2000, j'ai pas vraiment utilisé le vélo. On était dans Paris avec mon épouse et j'allais à l'école en métro, tout simplement. Quand j'ai eu mon premier enfant en 2003, quand il est arrivé en maternelle, en fait, l'école était à côté de notre maison et pour aller à l'école, en fait, je le déposais et après je filais à l'école à vélo et je le récupérais le soir à vélo. Donc on a utilisé un petit peu le vélo et puis après on a déménagé sur Créteil. Donc j'ai pas pris le vélo, on prenait le métro tout simplement. Puis mes deux enfants, parce que j'ai un deuxième garçon aussi, ont grandi. Alors ils étaient avec moi dans l'école primaire, donc ils faisaient le trajet. Et puis mon deuxième, et puis l'année dernière, est rentré en sixième. Donc, je me suis retrouvé tout seul après 10 ans d'accompagnement. Donc, au début, je m'étais dit, tiens, ça me permettra peut-être dans le métro d'écouter peut-être des podcasts, des choses comme ça. Et puis, au final, je me dis, tiens, ça va peut-être me permettre de reprendre mon vélo et de, pourquoi pas, ne pas essayer d'aller tous les jours à l'école à vélo. Donc, tous les jours, je fais 12 km et demi le matin, 12 km et demi le soir. Et en fait, depuis 1 an et demi, j'ai dû prendre 3 fois le métro. Donc, voilà. Et c'est un vrai plaisir et c'est une petite bulle d'air le matin et le soir où je peux m'aérer l'esprit. Je suis tout seul sur mon vélo. J'ai envie de rouler vite, je roule vite. J'ai envie de rouler calmement, je roule calmement. J'ai envie de m'arrêter faire une photo, je m'arrête faire une photo. Enfin, puis je longe les bords de Seine, les bords de Marne, donc c'est agréable en plus. Donc voilà. Et maintenant, c'est un vrai plaisir et je vois plus en fait des sorties dans Paris sans vélo. Prof, etc. Revenons un petit peu à ce projet de photo. Comment procédez-vous? Est-ce que vous collectionnez les photos de Paris puis vous vous rendez sur place pour refaire la même photo ou est-ce le hasard qui guide vos choix? Au tout début, c'était un peu anarchique, on va dire. Je trouvais une photo qui m'intéressait, je la mettais de côté et puis je disais tiens, et ce week-end j'y vais. Et donc j'avais des photos un peu dans tous les sens, on va dire. Une dans le 4e, une dans le 5e arrondissement, une un peu plus loin. Enfin voilà. Donc j'en faisais 7-8 comme ça dans la matinée parce que ça prenait un peu de temps de se déplacer, d'aller à droite à gauche. Et puis petit à petit, j'ai organisé ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait mieux que je cible arrondissement par arrondissement. Donc on va dire depuis presque 1 an maintenant, chaque sortie en fait est orientée avec un arrondissement. Donc là, le dernier arrondissement que j'ai fait, c'était le 5e. Et donc je recherche des photos maintenant, plus du tout de manière anarchique, mais je recherche dans l'arrondissement en fait, puisque là les différents sites où j'ai des cartes postales, elles sont regroupées par arrondissement. D'accord. Donc je regarde, je cherche, je dis tiens, celle-là elle est intéressante.
Et puis après, je vais faire un petit tour sur Google Maps Mhm. pour repérer, parce que des fois, il y a des rues qui sont très très longues. Et puis, des fois, il y a des photos anciennes qui aujourd'hui n'ont plus du tout de correspondance avec les lieux actuels. Donc, en fait, j'essaye de retrouver des indices. Donc, Google Maps a un côté pratique pour ça. Des fois, il y a des photos, je n'arrive pas en fait à trouver où ça se trouve. Donc, je les mets de côté pour l'instant. Et puis, des fois, avec d'autres cartes postales ou d'autres sites, ça me permet de retrouver des choses. Mais voilà, donc maintenant, c'est vraiment organisé. Je me décide sur un arrondissement. Je cherche des photos sur cet arrondissement, entre 10 et 15 photos. Et puis après, j'organise mon trajet de manière optimale pour essayer qu'il y ait moins Mhm. du moins que le trajet soit le plus rapide possible. Donc après, voilà, il y a tout un petit temps d'organisation, généralement 2 jours avant ou la veille, j'essaie d'organiser ça. Ouais, vous dites d'organisation, mais c'est presque une investigation en fait. Ouais, clairement, c'est vrai que pour repérer déjà les cartes postales pour savoir où ça se trouve. Alors c'est vrai, dès qu'il y a un monument, c'est simple. Ouais. On arrive à s'y retrouver quand il existe encore. Mais il y a je me souviens d'une carte postale là, qui est dans le 11e arrondissement. C'est une photographie en fait d'un soldat, d'une statue avec un soldat. Et en fait, ces statues, elles n'existent plus aujourd'hui. Ouais. Donc c'était boulevard Richard Lenoir, et donc c'est un long boulevard. Donc il a fallu que je cherche et que j'arrive. Ah tiens, voilà cet immeuble, je reconnais quelques petits dessins dessus. La quantité de fenêtres, ça correspond. Voilà, en fait, on regarde un peu, c'est un peu le jeu des 7 différences ou des 7 choses identiques pour pouvoir se dire, bah, finalement, c'est bien là. Et donc, je me souviens, cette photo-là, en plus, je l'ai faite le 11 mai, c'est-à-dire le premier jour du déconfinement. Hmm. Je confirme, hein, j'ai habité très longtemps au 81 boulevard Richard Lenoir et effectivement, j'ai jamais vu de statue de soldat Non, non, dans tout le boulevard voilà. que j'ai arpenté de long en large et en travers. Ouais, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Est-ce que vous utilisez Paris d'hier et d'aujourd'hui dans votre classe pour aborder notamment les représentations du monde et l'activité humaine, ou est-ce un passe-temps uniquement personnel? Alors, pour l'instant, on va dire à 95%, c'est un passe-temps personnel. J'ai les 5% parce que j'ai déjà montré quelques photos à mes élèves euh, en histoire ou par rapport à un événement dont on parlait pour comparer. On a parlé, je ne sais plus à quelle occasion, de l'hôtel de ville, et je leur ai dit, bah, l'hôtel de ville, au moment de la commune, en fait, ça a brûlé. Et donc, j'avais une photo où on comparait les deux. Donc, en fait, je leur ai montré cette photo-là. Je ne l'ai pas encore utilisée concrètement, on va dire, dans un projet avec mes élèves, mais j'espère, je croise les doigts, en fait, pour que l'année prochaine, là, en fin d'année, avec mes collègues, chaque année, en fait, on choisit un thème pour l'année prochaine, pour l'année suivante. Et j'ai envie de faire pression là pour qu'on fasse quelque chose sur Paris. Mmh. Et je me dis que là, j'aurais clairement plein de petites choses à leur montrer. Et on a déjà fait un thème une année sur Paris il y a bon, ça date un petit peu, il y a une dizaine d'années. Et là, je me dis que ça serait pas mal à faire, même avec eux, en fait. Je me vois bien sélectionner des photos dans l'arrondissement de l'école et se déplacer avec eux et aller faire des photos, justement. Mmh. Voilà, les intégrer un petit peu dans ce petit projet-là. Et puis, c'est toujours intéressant de comparer le passé et le présent. Ça raconte des choses. Donc, voilà, je pense que si c'est pas l'année prochaine, je pense que ça viendra un jour, mais c'est en gestation, on va dire, dans ma tête. Ça mûrit tout doucement et je pense que voilà, ça sera quelque chose que j'utiliserai dans ma classe, dans un projet, Mmh. clairement. Je l'ai, je l'ai déjà un petit peu utilisé, alors pas avec les photos anciennes, mais j'ai déjà fait des projets en fait en faisant des sorties vélo pour faire des photos. Tout à l'heure, je parlais de Mind Story et puis la modélisation de Notre-Dame. Ouais. En fait, j'ai fait un jeu de piste
dans Notre-Dame, autour de Notre-Dame, en fait, sur les recherches de traces médiévales autour de Notre-Dame. D'accord. Et donc, en fait, j'ai tout créé. Et en fait, c'est en me promenant que je me suis dit, j'ai dit, tiens, ça c'est génial. T'as les vieilles maisons médiévales, là, etc. Tiens, cette maison-là qui est sur l'île de la Cité, en fait, on dirait une vieille maison médiévale, mais en fait, elle a été reconstruite en 1954. Enfin, ouais, donc je leur ai fait tout un jeu de pistes là qui va nous prendre toute la journée de la semaine, une journée de la semaine prochaine. Et bon, je l'ai déjà fait l'année dernière, en fait, avec mes élèves l'année dernière. Je l'ai un petit peu modifié cette année, mais en fait, l'année dernière, ça avait été génial, quoi. Les enfants avaient adoré. Donc voilà, je l'ai un petit peu utilisé, moi. Un petit peu utilisé, là. D'accord. Et concrètement, alors, pour ce jeu de piste, vous procédez comment? Parce que vous avez beaucoup d'accompagnateurs, les enfants évoluent en équipe, ou vous êtes tout le groupe classe? Non, on va être par petits groupes. D'accord. Alors, en fait, au début, j'avais prévu 5 parents. En fait, on avait tellement qui se proposaient, parce qu'on a tellement pas eu de sorties cette année que j'ai eu une dizaine de parents qui se sont proposés. Ouais. Donc, j'ai augmenté le nombre de groupes. Et donc, en fait, on sera 7 accompagnateurs, avec moi inclus. Donc, là, j'ai 28 élèves cette année. Donc, ça veut dire chaque parent aura 4 enfants. Ouais. Et puis, donc, ils vont avoir un petit livret. Notre point de départ, c'est Place des Vosges. On va aller faire un petit tour devant la maison de Victor Hugo, puisque voilà, il a écrit Notre-Dame. Bon, même si c'est pas le Moyen Âge, c'était un petit clin d'œil comme point de départ. Et puis après, on rentre dans tout ce qui est la partie ancienne de Paris. Et donc là, on va se promener toute la première matinée rive droite, un petit peu sur l'île de la Cité. On va faire un petit pique-nique à côté de Notre-Dame, dans un parc. Et puis après l'après-midi, on repart faire plutôt la rive droite, la rive gauche, pardon. Et puis un peu tout autour de Notre-Dame. Et donc, ça va nous prendre de 9h le matin jusqu'à, normalement, retour à l'école à 16h. Donc, ça sera une chouette journée pour finir un peu l'année. Ça a l'air génial comme projet, effectivement. En tout cas, je me suis éclaté à le faire. Ouais, c'est souvent les bons projets, on en profite 2 fois, à la préparation et ensuite à l'exécution. C'est vrai. Ouais, c'est tout à fait ça. Et l'année dernière, en plus, on l'avait fait le 13 mars. Donc, c'est-à-dire le vendredi juste avant le confinement. Et on avait eu une journée magnifique. Donc, c'était génial. J'ai longuement parcouru votre site et ce qui me frappe, c'est que certaines photos sont pratiquement identiques aux modèles datant du début du XXe siècle et d'autres montrent au contraire une importante métamorphose. Comment expliquez-vous cela? Vous y avez réfléchi? En fait, ça dépend des arrondissements. Si on se trouve dans des arrondissements, on va dire anciens, 4e, 5e, le cœur de Paris, on va dire, le 1er, 2e arrondissement, je dirais qu'il y a moins de changements au niveau des bâtiments. Par contre, si on va par exemple dans le 13e arrondissement, qui est un arrondissement où ça se construit beaucoup aujourd'hui, j'ai fait une première sortie, puis j'en ai fait une deuxième il n'y a pas si longtemps que ça. Effectivement, ça a beaucoup bougé. Après, c'est l'évolution aussi. On pourrait se rebaigner dans le 19e siècle avec Haussmann. Ouais. Et se dire que... D'ailleurs, j'ai essayé de retrouver certaines photographies qui dataient d'avant Haussmann et retrouver d'aller au même lieu. Et c'est extrêmement compliqué. Ça a tellement changé que c'est juste impossible. Même les noms de rues n'existent plus. En fait, il y a des photos, on nous dit cette rue-là n'existe plus. Donc voilà, on va dire c'est la vie en fait qui fait que les choses évoluent. Au 19e siècle, voilà, il y avait une envie d'organiser un peu plus les choses, de quadriller un peu plus les choses, de faire des espaces un peu plus grands. Et puis, voilà, dans le centre ancien, on va dire que les bâtiments du 19e sont encore présents. Il y a des évolutions. Voilà, si on regarde un peu, par exemple, la Samaritaine, là, elle est toute refaite, elle va bientôt rouvrir. Là, elle a changé de façade, là, ça a changé. Mais finalement, le centre ancien, on s'y retrouve, quoi. Ouais. Et après, un peu plus en périphérie, on va dire que là, il y a effectivement pas mal de changements. On voit des bâtiments récents. Je pense à un projet parallèle que j'ai fait, même si c'est en lien avec ça. En février dernier, en fait, je me suis lancé. Alors, j'ai pris les photos, en fait, des 20 mairies d'arrondissement. Ouais. Et je les ai refaites en 2 jours, en fait. Et c'est amusant parce que finalement, les mairies, elles datent pratiquement toutes du 19e siècle, du début du 20e, on va dire dans cette période-là. Donc,
toutes les photos, voilà, ça n'a pas beaucoup évolué finalement. On retrouve assez facilement les lieux. Et puis il y a une mairie qui est complètement différente. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la mairie du 17e, qui en fait avait été construite aussi dans cette période-là, mais en fait on l'a détruite parce qu'il y avait une sorte de campanile en fait avec une horloge en fait qui s'écroulait, donc on l'a détruite. Donc aujourd'hui en fait c'est une mairie très récente et c'est la seule qui est comme ça. Et c'est amusant parce que là finalement on retrouve rien quoi. Ouais. Tout a changé. Mais c'était très amusant là. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les 20 mairies là. Ouais. Ça m'a pris voilà. J'ai fait 2 matinées de suite pendant les vacances. Et donc je faisais là. J'ai commencé en fait un peu à diversifier un peu mon projet parce que j'ai pas fait que des photos, en fait que les photos des bâtiments. Je me suis amusé à faire des gros plans, à prendre des détails, à chercher ce qu'on retrouvait sur les différentes mairies. Donc évidemment, on retrouvait le Trabeau bleu, blanc, rouge. On retrouvait le bateau symbole de Paris, etc. Voilà, c'était amusant et j'ai commencé en fait à faire des projets parallèles en fait à partir de ce moment-là. Alors parlons un peu technique. En plus de votre vélo, quel est votre setup lorsque vous partez en mission photo dans Paris ? Donc j'ai mon vélo, mon casque, etc. J'ai mon téléphone qui est accroché sur mon cadre de vélo avec toutes les photos anciennes que j'ai téléchargées dessus. Ouais. J'ai mon sac à dos avec mon appareil photo et puis ma gourde parce que des fois il fait chaud. Mais non, surtout l'appareil photo et le téléphone en fait qui me permettent de faire le lien entre l'ancienne et la nouvelle photo. D'accord. Et voilà. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ? Alors, faut que je cherche un peu. C'est quelque chose que j'ai vu sur Twitter. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est un jeune homme qui dit qu'il va d'un seul coup boire une bouteille de coca en une seule fois, sans justement derrière rôter. Alors voilà, le truc, bon, rien de très drôle, mais enfin bref. Et puis en fait, finalement, ça remonte et en repartant, en fait, il y a la porte de son garage, en fait, qui est un tout petit peu baissée et comme il est très grand, en fait, il part et il se le prend. Mais il y a tout le bruitage qui va avec, en fait. Et avec mes garçons et ma femme, on a bien rigolé. C'est tout bête comme truc, mais bon, c'est ce qui m'a vraiment fait rire il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, depuis Charlie Chaplin, on n'a pas fait mieux, mais ça marche toujours ce genre de scène. Exactement. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qui soit professionnel ou plus personnel ? D'aujourd'hui ou d'une autre journée ? Non, en général. Quelque chose que vous appréciez particulièrement J'aime bien avec mes élèves, je leur fais des petites découvertes en fait hebdomadaires. On commence toujours par ça chaque début d'après-midi à 13h30 quand on revient dans la classe. Alors tous les jours ça change, mais c'est toujours un petit moment sympathique. Juste pour expliquer un petit peu, tous les lundis en fait on fait. Je suis abonné dans la classe au JDE, au Journal des enfants. Et donc là, le JDE il est publié tous les jeudis et donc je le donne à un enfant qui doit nous présenter le lundi suivant en fait un article. Donc voilà, une petite découverte. Et ça permet de parler de plein de choses. Ça dépend de ce qu'ils choisissent, mais ça permet de parler de plein de domaines. Des fois, c'est dans l'actualité, puis des fois, c'est autre chose, mais que ça permet d'échanger dans la classe. Des fois, il y a des débats, donc c'est intéressant. Le mardi, en fait, je leur fais des découvertes musicales. Avec un collègue que j'ai rencontré sur Twitter, en fait, on a créé un petit visuel qui nous permet de présenter ça aux enfants. Et donc, une musique. Donc chaque semaine ça change, tous les domaines. Cette semaine c'était du beatbox avec Berry Van, mais la semaine dernière c'était du Mike Brandt. Enfin bref, ça change et c'est intéressant et c'est amusant avec les enfants et des fois ils connaissent, des fois ils connaissent pas.
permet d'échanger. Le mercredi, alors bon, c'est le mercredi matin parce que j'ai classe le matin, mais il y a un temps de découverte aussi. On fait 2 choses. Je leur fais découvrir un personnage. Donc en fait, je mets juste l'image du personnage et ils doivent me poser des questions. Je n'ai le droit de répondre que par oui ou par non. Et ils doivent essayer de trouver qui est ce personnage, ce qu'il a fait. Enfin voilà. Et puis on fait aussi tous les mercredis matins, on fait un mot en langue des signes. Ça fait déjà 3 ans que je fais ça. C'est toujours génial. Le jeudi, en début d'après-midi, en fait, je leur fais une découverte artistique. Donc, une œuvre d'art, peinture, sculpture, architecture, enfin voilà. Et puis, le temps du vendredi sur ces découvertes, c'est un temps de découverte littéraire. Et là, c'est les enfants qui présentent à leurs camarades un livre de leur choix. Donc, ils nous racontent un petit peu ce qui se passe. Et c'est vrai que ces moments de découverte là hebdomadaires, c'est toujours chouette. Et il y a toujours des échanges. Voilà, par exemple, c'est comme ça, un personnage que j'ai fait découvrir aux élèves, c'était Lucie Aubrac. Ouais. Et en fait, dans ma classe, j'ai une petite Vistier de la Vigerie, qui est Dastier de la Vigerie, pardon, qui est en fait une petite fille d'un des grands résistants français, qui était compagnon en fait avec Lucie Aubrac. Et en fait, j'ai pas fait le lien tout de suite. Et pour reparler en lien avec le projet, en fait, il y a une rue qui existe. En fait, ils étaient 3 frères et dans le 13e arrondissement, il y a une rue. Et donc, j'y suis allé pour faire une photo. Et j'en ai parlé avec la petite après, donc c'est intéressant. Et voilà, c'est des petites rencontres et puis ça fait des échanges après super riches. Ouais. Et c'est un moment que j'adore. Voilà. Et donc, ça fait 3 ans maintenant que je fais ça. Et je vais continuer parce que pour les enfants, c'est top et moi, j'adore. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? L'entraide. Ouais. Ça a beaucoup d'importance pour moi. Je le vois à l'école, alors c'est entre les enfants, savoir s'entraider. Je le vois avec mes collègues aussi. Moi, j'aime beaucoup, voilà, comme je suis à l'aise avec le numérique, avec l'informatique, j'ai des collègues qui sont un peu plus âgés, qui sont moins à l'aise avec ça et voilà, s'entraider, dépanner, donner un coup de main, expliquer quelque chose, je trouve que c'est super important. Et moi, je le ressens, voilà, dans les projets que je fais via Twitter. Ouais. C'est-à-dire que on a un projet, on a une difficulté, on échange avec les gens et il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Il y aura toujours quelqu'un pour vous apporter une solution ou donner quelque chose. Je le vois par exemple avec Mindstory en fait, parce que là pour la construction de Notre-Dame, j'ai travaillé avec Julien Crémou, voilà, qui avait déjà fait un projet avant de lancer Mindstory. Il avait fait MinCity en fait dans le jeu Mindtest et puis après il a diversifié ça avec Mindstory. Et donc, il est toujours disponible pour créer des blogs parce que c'est pas juste des blocs, voilà, qu'on prend en blocs de pierre. On peut leur donner des formes, on peut leur donner des textures particulières et il est toujours disponible. Voilà. Et je trouve que c'est une valeur super importante. Et c'est vrai que dans la classe, s'entraider. Voilà, moi je suis expert dans quelque chose et là je peux aider quelqu'un qui a plus de difficultés. Je peux venir l'accompagner, voilà, dans ça. Et souvent je dis à certains élèves, vous êtes des experts, donc allez faire le tour de la classe, allez aider les autres. Et Ouais. voilà, je trouve que c'est super important. Alors, vous parliez de Julien Crémou. Je l'ai reçu tout au début de cette aventure du podcast. C'est l'épisode 22, donc si ça intéresse les... Eh ben, je crois que je l'ai raté, donc j'irai faire un petit tour. Ouais. C'était le 12 avril. Non, le 4, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le 4 décembre. La sortie de cet épisode. Épisode 22, voilà. Pour retrouver Julien. D'accord. Prof, etc. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier? Je dirais être à l'aise avec le numérique, en fait. Parce que j'ai pas mal appris de choses tout seul, finalement. Alors, j'ai un frère qui est informaticien, donc j'ai baigné un petit peu là-dedans, mais pour l'utiliser dans mon métier, en fait, en tant qu'enseignant, voilà, quand j'ai voulu créer, par exemple, des vidéos, des capsules là, pour ma classe, il a fallu que je le cherche, j'ai trouvé un logiciel.
je m'y suis lancé comme ça, un peu à l'aveugle. Et puis finalement, au début, ça me prenait beaucoup de temps. Et voilà, j'ai réussi à créer toutes les leçons que je donne à mes élèves. J'ai tout créé en fait en capsule. Et bah, je suis fier de ça, je suis content de ça. Je l'ai partagé sur une chaîne YouTube. Et bah, je vois que finalement, ça sert à pas mal de gens. Il y a eu un gros pic l'année dernière avec Oui. le confinement. Et puis souvent, il y a des gens qui me disent « Ah tiens, j'ai cherché une capsule sur le tel domaine et je suis tombé sur la tienne. C'est amusant. » Et j'ai même ma nièce qui une fois m'a dit c'est amusant, en fait, la maîtresse, elle nous a montré une vidéo et j'ai dit que c'était mon oncle qui l'avait fait. Donc c'était très rigolo. Et ouais, je suis fier, voilà, des petites constructions comme ça. On va dire, j'ai monté sur certains niveaux de certaines choses tout seul. Donc voilà, effectivement, le côté numérique des choses qui finalement je connaissais, mais que alors, jusqu'en 2015, je n'utilisais pas dans ma classe. C'est assez incroyable, mais c'était comme ça. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ? Je crois que j'aurais bien aimé être dans la peau de Michael Jordan. Ah oui. J'adore le basket. J'ai jamais pu en faire parce que à cause de mon problème de pied, j'ai jamais pu jouer au basket. Mon grand frère en faisait et j'ai commencé à suivre le basket avec la finale entre Magic Johnson et Michael Jordan. Ouais. Et je crois, voilà, être dans la peau de Michael Jordan, je crois que ça serait quelque chose d'assez incroyable. Oui, il y a pas une proportion assez importante de profs des écoles ou de professeurs hommes passionnés de basket. C'est une découverte que j'ai pu faire pendant cette aventure du podcast. D'ailleurs, je salue Édouard Vincent qui Édouard, bah oui. qui est un passionné de basket et qui s'enflamme pour la NBA. Un fan des Lakers. Ouais, exactement. Comment définissez-vous le succès ? Alors là, je sais pas. Le succès, bonne question. Franchement, je sais pas. Je vois pas trop ce que je pourrais dire. Si, on pourrait dire le succès, c'est est arrivé à quelque chose et se dire c'était difficile. Voilà, on a eu des moments compliqués pour arriver à faire ça et au final, on a réussi. Et ça a été un succès dans la présentation, on a eu des étapes compliquées dans la réalisation de quelque chose et peut-être, voilà, je dirais, c'est arriver à faire quelque chose, se dire, voilà, c'est compliqué, ça va être compliqué à réaliser, ça prend du temps et puis au final, on y arrive. Donc, le succès d'être arrivé au bout, en fait, je le verrais comme ça. Alors, on arrive déjà à la fin de cette interview, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Je me souhaite plein de chouettes projets sur Twitter. Continuer à réfléchir, continuer à découvrir de nouvelles choses. Là, j'ai déjà noté plein de choses pour cet été, plein de choses à faire, à modifier. Dans ma classe, là, les premiers jours des vacances, je vais y retourner et puis je vais percer, je vais déplacer, je vais changer des choses, je vais réorganiser un peu ma classe. Alors, elle est toute petite, mais voilà. Et donc voilà, c'est des petites choses qui pour l'année prochaine, pour l'année suivante, en fait, voilà, voir un petit peu des nouvelles choses. Et c'est vrai que je souhaite encore découvrir plein de choses, rencontrer des gens, échanger avec des gens passionnants dans des projets, voilà, comme je peux suivre là en ce moment. Voilà, si je peux en nommer quelques-uns, voilà, la Tweeté, Tulipo, Mindstory, voilà, j'en oublie plein d'autres, mais voilà, c'est des projets que j'ai pas fait encore, que je vois passer. Par exemple, Défi Inférence, Côté Chess, pour faire des échecs avec ma classe, voilà. Et d'ailleurs, je pense que l'organisation de ma classe pour l'année prochaine sera en partie liée à Côté Chess, pour faire un espace échec. Donc voilà, c'est des réflexions voilà, pour l'avenir. Et donc voilà, je trouve qu'il y aura plein de belles choses, plein de nouvelles choses à faire encore. Eh bien, merci Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Je mettrai le lien vers votre site Paris d'hier et d'aujourd'hui en description de cet épisode.
Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à en parler autour de vous. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie, vous aussi, de partager votre côté, etc. avec les poditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.